Bon, eh bien, bonjour à tous. On va démarrer. Et donc, c'est moi qui vais faire l'introduction finalement, parce que Laurent Vigneault va arriver incessamment sous peu, mais il n'est pas encore là. Vous allez donc assister à cette journée sur l'élevage. Cette journée est organisée par l'IFCE. Je voudrais tout d'abord remercier beaucoup l'Université de Caen qui nous accueille gratuitement aujourd'hui sur son site. Donc vraiment un gros remerciement à l'université pour tout ce qu'elle nous fournit aujourd'hui comme support. Je vous rappelle aussi que la journée est filmée, qu'elle est retransmise dans une dizaine de sites des haras en France en direct, et que d'ici à peu près un mois, toutes les conférences seront en ligne sur equivod.fr, qui est la chaîne YouTube de l'IFCE. Voilà, donc écoutez, on va démarrer. Les premiers intervenants sont à côté de moi. Donc je vous présente le professeur Jean-François Bruyas, qui est professeur à l'école vétérinaire Oniris de Nantes, qui s'occupe de la pathologie de la reproduction des animaux. Et Audrey Marchand, ma consoeur vétérinaire, qui travaille au haras de la Boulois, dans le nord de la France, enfin dans le Pas-de-Calais, et qui a un gros haras avec un centre d'insémination. Donc je leur laisse la parole. Ils vont nous parler de l'IA profonde, une technique indispensable, point d'interrogation. C'est à eux. Merci Elodie. Je suis très content d'être ici, avec un peu plus d'un an de retard, parce que un cheval avait voulu m'envoyer en l'air l'année dernière, et du coup, je n'ai pas pu vous présenter cette thématique. Alors, est-ce que réellement c'est une technique indispensable ? Avant cela, il faut peut-être mettre en place ce que c'est qu'une insémination profonde et comment on la fait. Donc ici, vous avez un moulage d'un appareil génital de jument sur lequel on a enlevé le chapeau, en quelque sorte, pour voir l'intérieur. Donc ici, on a les lèvres de la vulve, le vagin, le col utérin, le corps de l'utérus et puis les cornes utérines. Ici, le chapeau a été enlevé. Ici, vous avez le chapeau en entier. Classiquement, lorsqu'on fait une insémination artificielle, on cathétérise le col de l'utérus et on dépose le sperme juste en avant du col à l'entrée du corps utérin. Lorsqu'on fait une insémination profonde, on introduit la sonde d'insémination jusqu'en haut de la corne du côté de l'ovulation. Alors si on regarde un petit peu plus près en haut de corne, vous avez ici la corne utérine, ici l'ovaire, et entre les deux, on a la trompe utérine, l'oviducte. Et si on regarde à l'intérieur à quoi ça ressemble, ici vous avez l'ovaire, l'extrémité de la corne qui a été ouverte, et ici vous avez le plancher de l'extrémité de la corne. Et si on regarde bien, on voit une petite bosse qui correspond à ce que l'on appelle la papille utérotubère. C'est l'entrée de la trompe utérine. Ça correspond à un sphincter dont on reparlera tout à l'heure parce que ça a son importance. Et donc, la technique d'insémination profonde en haut de corne, elle consiste à aller déposer le sperme près de cette papille utérotubère. Ça a été tenté il y a pratiquement un siècle maintenant, avec quelques essais qui n'ont pas conduit à beaucoup d'utilisation pratique. Et puis, en quelque sorte, ça a été redécouvert dans les années 2000, avec deux techniques possibles, soit l'introduction d'une fibre optique, d'un fibroscope dans l'utérus pour cathétériser la corne et remonter jusqu'en haut de la corne utérine, ou l'utilisation de sondes d'insémination rigide, et de la même manière, on cathétérise la corne jusqu'en haut. Alors, l'insémination sous fibroscopie, rapidement, bien, il faut que la jument ne bouge pas trop, donc souvent elles sont tranquillisées. Il faut plutôt 3 personnes, une qui manipule le fibroscope à l'intérieur de la jument, une qui le manipule à l'extérieur avec les leviers d'orientation, et puis une troisième personne pour introduire un fin cathéter pour inséminer la jument, déposer le sperme. On préfère utiliser non pas un fibroscope, mais plutôt un vidéoendoscope, parce que du coup, on a un écran télé, c'est plus confortable pour travailler. Pour guider la sonde dans les voies génitales, on peut utiliser les propriétés des fibroscopes, c'est-à-dire insuffler un petit peu d'air, ça dilate un petit peu l'utérus, et puis en général, on guide également le fibroscope par voie transrectale. Et ça permet de déposer un très faible volume de sperme, puisqu'on est en dessous de 0,5 millilitres, parfois beaucoup moins.
Alors ça donne ça en image, et quand le fibroscope est introduit dans les voies génitales, on est au fond du vagin, et là vous avez le col utérin qui est totalement affaissé. Lorsqu'on introduit le fibroscope dans l'utérus et qu'on gonfle un petit peu d'air, eh bien on dilate et on voit les replis de l'endomètre. En général, on gonfle beaucoup moins pour mettre le moins d'air possible, donc on a plutôt un conduit assez étroit, on voit très bien les replis de l'endomètre. Et puis, quand on arrive en haut de la corne, bien, vous voyez ici la papille utérotubère et le cathéter qui va déposer les quelques gouttes de sperme juste en regard de cette papille utérotubère. Les sondes d'insémination profonde que l'on met en place par guidage transrectal, bien, c'est des sondes qui ont été un petit peu nouvelles quand ça a été mis au point, qui permettent, un peu comme pour les sondes d'insémination bovine, d'introduire directement la paillette dans la sonde sans sortir le sperme de la paillette comme on le faisait classiquement. Et de cette manière-là, eh bien, on n'a pas de perte de sperme, et l'avantage, c'est qu'on peut mettre plusieurs paillettes à la suite. Donc ça se passe de la manière suivante. On commence par introduire la sonde comme classiquement par voie vaginale dans l'utérus. Et puis après, avec une main par voie transrectale, on va guider la sonde pour la mener jusqu'en haut de la corne utérine. Ici, on voit l'ovaire. L'utérus et l'ovaire sont suspendus par le ligament large à la cavité, à la voûte lombaire, et puis on a ici la sonde qui est en place en haut de la corne, là où l'insémination aura lieu. Alors, pour parler d'insémination profonde et voir si la technique est vraiment indispensable, on va mettre en place quelques éléments de physiologie. Lorsque on a une saillie naturelle, alors vous avez ici un utérus non plus sous forme de modèle plastique, mais un vrai utérus de jument. Lorsqu'il y a une saillie, eh bien, l'étalon dépose à peu près un éjaculat de 70 millilitres en moyenne, en volume. Ça contient en moyenne 7 milliards de spermatozoïdes. Et du fait de la vitesse d'expulsion du sperme au moment de l'éjaculation, en fait, le sperme est directement injecté dans le corps utérin. Si on regarde ça en image, vous avez ici, on retrouve le col de l'utérus que l'on a vu tout à l'heure. Schématiquement, c'est ici. Et au moment des saillies, eh bien, en fait, vous avez le gland qui vient se coller contre le col, et l'extrémité de l'urètre, par où a été évacué le sperme, est directement en regard du canal cervical, et le sperme est vraiment expulsé dans le corps utérin. Lorsqu'on fait une insémination classique, on l'a vu tout à l'heure, la sonde cathétérise le col et on dépose le sperme juste en avant du col, dans le corps utérin. Avec du sperme frais ou réfrigéré, on dépose environ 200 millions de spermatozoïdes dans 10 millilitres. Lorsqu'on fait de l'insémination artificielle congelée, telle qu'on l'a connue pendant des années, eh bien, on dépose 400 millions sous un volume de 4 millilitres, ce qui représente 8 paillettes. Une fois que le sperme est déposé ou injecté dans le corps utérin, il doit remonter jusqu'en haut des cornes utérines, à proximité de la papille utérotubère que l'on a vue tout à l'heure. Ça fait à peu près 50 cm de trajet. On sait qu'il faut moins de 10 minutes pour que le sperme arrive en haut. Et si on considérait uniquement la vitesse des spermatozoïdes, à condition encore qu'ils aillent en ligne droite, on a une vitesse de 50 microns secondes, ce qui fait 18 cm/h, ce qui faudrait à peu près 4 heures, à condition qu'ils aillent effectivement dans la bonne direction, pour atteindre le haut de la corne. Donc la migration est beaucoup plus rapide, moins de 10 minutes. C'est lié aux contractions utérines de la jument. La migration très rapide donc ne dépend pas de la mobilité des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes, en revanche, vont ensuite pénétrer, pour certains, au niveau de la jonction utérotubère, qui est le réservoir en spermatozoïdes de cet appareil génital, et ensuite, par leur mobilité, et là, la mobilité des spermatozoïdes est indispensable, ils vont pouvoir féconder l'ovocyte au niveau d'un site qu'on appelle l'ampoule, qui est un petit peu plus large, au niveau de la trompe utérine. Alors, ça a été très bien démontré, ce trajet très rapide des spermatozoïdes en inséminant avec des spermatozoïdes marqués de radioéléments, suivis par gamma caméra. Alors, j'ai récupéré la vidéo, mais on ne voyait rien. Mais vous pouvez me croire, c'est un véritable tsunami quand les spermatozoïdes sont déposés dans l'utérus. Et
par la gamma caméra, on a vu où il se répartissait très rapidement. Donc, il se retrouve en haut de la corne en moins de 20 minutes, je dis plutôt 10 minutes en moyenne. Ensuite, ils vont être évacués très rapidement, là encore, par des contractions utérines, puisqu'en 1h30, on a déjà des spermatozoïdes dans le vagin. En 2h30, ils sont presque tous évacués dans le vagin. Et au bout de 4 heures, il n'y a plus un seul spermatozoïde dans l'utérus. Donc, quelque chose de très, très rapide. Ces spermatozoïdes, quand ils sont déposés par l'utérus, il y a 7 milliards de spermatozoïdes, on l'a vu en moyenne, en insémination artificielle entre 200 et 400 millions. Mais si on s'intéresse à ceux qui arrivent dans la jonction utéro-tubaire, finalement, quel que soit le nombre qui est déposé dans le corps utérin, on se retrouve avec environ 2000 spermatozoïdes au niveau de cette jonction utéro-tubaire dans les 4 heures qui suivent la saillie ou l'insémination. Et on sait que ces spermatozoïdes ont un nombre de places un peu limité, c'est un stock saturable et saturé, que ces spermatozoïdes sont triés à l'entrée, et une fois qu'ils sont à l'entrée, au moins par les spermatozoïdes frais, ils sont immobilisés et ils peuvent survivre longtemps. Donc en voyant en quelque sorte ce déchet, 7 milliards de 2000 à la sortie, on peut se demander finalement quelle est la dose de spermatozoïdes minimale pour obtenir une fécondation. C'est une question qui n'est absolument pas résolue à l'heure actuelle. Alors par tâtonnement et essai, il a été déterminé qu'une dose pour une insémination en frais et en réfrigéré, c'est ce qui est utilisé classiquement, au moins en France et dans pas mal de pays européens, 200 millions de spermatozoïdes. Aux États-Unis, ils voient toujours plus grand, donc ils mettent entre 500 millions et 1 milliard de spermatozoïdes, voire plus, par dose d'insémination. Et on sait aussi que c'est difficile de répondre à cette question parce que c'est non seulement fonction du nombre de spermatozoïdes, mais de la concentration, finalement, du volume de sperme plus ou moins dilué déposé. Et puis, c'est également fonction dépendant de l'étalon, voire de l'éjaculat pour un même étalon. Et c'est certainement également jument dépendante. Donc, difficile de déterminer quelle est la dose minimale. Alors, face à cela, quel est l'intérêt, finalement, ou quels sont les intérêts d'une insémination profonde ? Une insémination profonde, je le dis, ça a été redécouvert dans les années 2000. D'abord, pour faire une insémination sous fibroscopie, la destination, c'était d'utiliser des faibles doses de spermatozoïdes, des spermatozoïdes qui avaient préalablement été triés pour faire du sexage triés en vue de sexer les spermatozoïdes et de déposer soit des doses de sperme contenant que des spermatozoïdes X, soit que des spermatozoïdes Y. La technique de filtration a un rendement relativement réduit et on peut espérer avoir trié à peu près 10 millions de spermatozoïdes par heure, ce qui fait qu'on a des doses très très faibles de spermatozoïdes, d'où l'intérêt peut-être d'utiliser cette insémination profonde. Et donc pour tester ça, on a vu apparaître un certain nombre de travaux en utilisant du sperme frais, sélectionné, des talons très fertiles. Le sperme était même trié pour utiliser que les spermatozoïdes très fertiles, et on a pu voir qu'en déposant par fibroscopie ou par sonde rigide dans la corne, qu'on pouvait obtenir des gestations, vous voyez, des taux de gestation honorables avec des très faibles nombres de spermatozoïdes, 1 million, 25 millions ici. Et une de nos collègues néo-zélandaises, Lee Morris, a poussé le bouchon plus loin. Elle a essayé de voir finalement quel était le nombre minimal de spermatozoïdes qui permettait d'obtenir une gestation. Ici, on est parti à 10 millions et on arrive ici à 1000 spermatozoïdes. Et vous voyez qu'avec 1000, on arrive quand même de temps en temps à obtenir une gestation. Mais jusqu'à 1 million, avec fibroscopie, on a des taux de gestation qui semblent tout à fait corrects. Je le rappelle, c'est du sperme frais sélectionné, très fertile. Alors, c'est du point de vue historique, il faut aller un petit peu plus loin. Vous savez que le système français d'achat d'une carte de saillie permet finalement d'acheter le droit de faire naître un poulain, et il n'y a pas de limitation du nombre de saillies. Et normalement, il n'y a pas non plus de limitation du nombre de doses d'insémination. Et les contrats classiques d'insémination en sperme congelé, c'est 5 à 6 doses de 8 paillettes. On se retrouve donc avec 40 à 50 paillettes. Et puis avec l'internationalisation du commerce de sperme de chevaux, avec l'absence d'existence de ces cartes de saillie à l'étranger, certains étalons, certains étalonniers se sont vus commercialiser leur sperme à la dose, voire à la paillette. D'où l'idée d'avoir une économie de dose, voire de paillettes,
avec l'apparition d'une seule insémination en post-ovulation, en suivant les juments toutes les 6 heures, voire même toutes les heures dans certains haras, et puis l'insémination profonde qui permettrait d'utiliser une seule paillette. Est-ce que c'est la solution? Alors ces inséminations profondes en mini-dose, est-ce que ça a un intérêt pour la fécondation? On peut le voir immédiatement. L'idée, c'était d'économiser le nombre de paillettes par jument. L'idée, c'était également d'essayer d'augmenter la fertilité par cycle en réduisant la distance à parcourir pour les spermatozoïdes, voire à augmenter la fertilité de sperme hypofertile. Alors on a vu que ce transport de sperme était très rapide, qu'il était indépendant de la mobilité des spermatozoïdes, et faire une insémination profonde, ça n'a pas un gain de temps réel sur le transit. Et quel effet sur la fertilité? On peut déjà se poser la question. Et où vont les spermatozoïdes qui sont mis en haut de corne? Mais on s'est aperçu qu'ils redescendaient allègrement et qu'ils étaient, comme les autres, rejetés au niveau du vagin. Tout de même, un collègue nord-américain a essayé de quantifier ce qui se passait, donc en déposant du sperme soit dans le corps utérin, soit en haut de corne. Mais vous voyez, c'est 500 millions, c'était du sperme frais. Et puis, 18 heures après, les juments ont été euthanasiés, l'utérus récupéré, les trompes utérines lavées, et on retrouve ce que je vous présentais tout à l'heure, avec à peu près 2000 spermatozoïdes dans chacune des deux cornes, une répartition homogène lorsque le sperme est déposé dans le corps utérin, et à peu près le même nombre, mais avec une répartition un peu plus orientée du côté où le sperme est déposé, qui était le côté de l'ovulation lors d'insémination haute. Mais vous constatez aussi, du fait des écarts types que vous voyez ici, une très large variabilité, variabilité en fonction de l'étalon, variabilité en fonction de la jument tout de même. Et puis la dernière notion qu'il faut avoir, c'est que la jonction utérotubaire, je vous ai dit que c'était un parking, ou du moins un réservoir à spermatozoïdes. J'ai l'habitude de dire que c'est un parking à spermatozoïdes, avec quelqu'un qui vérifie l'entrée à la jonction utérotubaire, à la papille utérotubaire, pour ne laisser passer que des spermatozoïdes sans défaut, des spermatozoïdes vigoureux qui seraient capables de féconder, et le nombre de places est limité. Ce qui fait que c'est totalement sans pitié pour les hypofertiles, les spermatozoïdes qui ne bougent pas ou qui ont des défauts morphologiques, ils ne passent pas cette papille utérotubaire. Ça a été essayé en enrichissant des doses d'insémination avec des spermatozoïdes défectueux, et la mobilité des spermatozoïdes est indispensable pour la fécondation. Donc, espérer augmenter la fertilité des hypofertiles, c'était déjà relativement illusoire. Alors, si on va voir des chiffres, j'ai repris les quelques publications, vous en verrez plus dans le document que je vous ai fourni. Ici, on est dans des conditions idéales, une insémination proche de l'ovulation, avec du sperme frais, d'un étalon fertile, 50 millions de spermatozoïdes déposés soit en haut de corne par guidage transrectal, soit dans le cœur utérin, et puis comparés à une dose de 200 millions. Et vous voyez qu'il n'y a pas de grande différence quant au taux de fertilité, il n'y a pas de différence statistique. En allant voir cette fois avec du sperme congelé, de la même manière, 50 millions de sperme congelés, en haut de corne, dans le corps utérin, là, il commence à y avoir un problème, mais l'endroit de l'insémination ne change pas le taux de fertilité. Et puis, une insémination avec le même sperme, mais 400 millions dans le cœur utérin, on a une fertilité par cycle un petit peu plus habituelle. Alors, il y a quelques travaux qui donnent des résultats un petit peu plus intéressants. Je vous en ai pris un. C'était intéressant parce que c'était les mêmes juments qui ont été exploités sur 4 cycles successifs. Il y a 2 étalons avec une fertilité reconnue et ont été comparés. Une paillette soit en haut de corne, soit dans le cœur utérin, soit 5 paillettes dans le cœur utérin. Et vous voyez qu'il y a une différence quand on en met 5 à 1 dans le cœur utérin, mais statistiquement, il n'y a pas de différence que cette paillette soit mise en haut ou en bas de corne. Alors pour l'anecdote, 2 modèles de sondes avaient été utilisés, mais il n'y a aucune explication pour dire pourquoi avec une sonde ça marchait mieux que d'autres. On verra qu'il y en a peut-être une quand même tout à l'heure. Enfin, un dernier essai avec des étalons plus dans la réalité, avec des étalons un peu fertiles et d'autres un peu moins fertiles, et on s'aperçoit que 50 millions ou 200 millions, 50 millions en haut, 200 millions en bas ou 50 millions dans le cœur utérin,
eh bien, on a une même variation de fertilité avec, semble-t-il, peut-être un petit mieux, mais il n'y a pas de différence, là encore, statistique avec l'insémination en haute corne. Et puis, un essai proche du terrain avec du sperme congelé, 2 inséminations, une avant l'ovulation et une proche du moment de l'ovulation, soit en haute corne, soit dans le corps utérin. Et là, avec 200 millions, bien, le haut de corne est moins performant que le corps utérin. Donc, en conditions expérimentales très contrôlées, avec des doses de sperme, des étalons sélectionnés, on a des dépôts de sperme entre 50 et 400 millions, une insémination proche de l'ovulation, et on n'a aucune preuve finalement d'une augmentation de la fertilité par cycle par rapport à une insémination classique. Alors, quand on diminue la dose, là, il y a peut-être un intérêt. Là encore, vous voyez des toutes petites doses. Cette fois, vous voyez des toutes petites doses, 14 millions déposés soit dans le corps utérin, soit en haut de la corne par fibroscopie. Pas de différence. Quand on descend en dessous, 3 millions, dans le corps utérin ou par fibroscopie, là, il y a une différence. Et puis, pour l'anecdote, la collègue avait déposé du sperme dans la corne de l'autre côté de l'ovulation, 3 millions, et malgré ça, il y a quand même eu une gestation, comme quoi les spermatozoïdes se promènent pas mal. Alors l'intérêt de l'insémination profonde, peut-être, effectivement, s'il y a moins de 10 millions de spermatozoïdes fléchants, là on a peut-être un intérêt, mais dans une paillette, il y a 50 millions de spermatozoïdes au moins, une mobilité de 35%, donc on est à plus de 17 millions de spermatozoïdes fléchants, donc on est largement au-dessus des 10 millions, qui semble être un petit peu la limite inférieure qui nous permettrait de dire qu'il faut peut-être aller le mettre en haut. Et sur le terrain, les publications, elles sont rares. J'en ai trouvé une seule où on a une comparaison dans le même EHARA, avec les mêmes personnes intervenant, le même type de sperme et sans doute le même type de jument. Alors ça, c'est en sperme frais, 50 millions ou 300 millions, mis dans le corps utérin, en haute corne avec une sonde ou par fibroscopie sous 2 volumes différents, 50 millions, et vous voyez qu'il n'y a pas vraiment de différence en taux de fertilité. Et le même ARA a fait la même chose avec du sperme congelé, 100 millions ou 800 millions de spermatozoïdes, là encore déposés dans le corps utérin, 100 millions en haute corne avec une sonde ou avec un fibroscope, et là encore, pas de différence nette entre les techniques. Alors, sur le terrain, les publications sont très rares. On voit des données, on dit « Ah oui, c'est fertile », mais il n'y a pas de point de comparaison. Et la plupart des gens insistent beaucoup en disant finalement, c'est plutôt l'importance du moment de l'insémination par rapport à l'ovulation qui prime. Et vous allez avoir un exemple, effectivement, de ce qui se passe sur le terrain. Bonjour, donc déjà je vous remercie de me donner la parole dans cette journée d'information sur l'élevage équin. Donc moi effectivement depuis 2 ans j'ai repris un haras donc dans le nord de la France justement sur la question de l'insémination profonde, nous on a une façon un peu particulière de faire les choses. C'est-à-dire que chez nous on a des étalons qu'on utilise sur place en sperme frais. On utilise aussi de la semence réfrigérée transportée quand nos clients demandent d'avoir d'autres étalons et du congelé. Alors là, ça va être pas vraiment une étude très classique. Ça m'a permis cette journée de pouvoir ressortir quelques chiffres. Et vous allez voir, on ne peut pas vraiment faire des comparaisons très très claires comme toutes les publications que vous a montré Jean-François, mais ça nous donne une petite idée de ce qu'on fait dans la vraie vie, on va dire. Parce que l'idée, c'est qu'à la fin, la jument soit pleine, quoi qu'il soit, qu'on ait une paillette ou l'étalon sur place. Donc nous, sur le sperme frais et réfrigéré, on insémine de façon classique juste derrière le col. On a un suivi gynécologique qui est à 24 ou 48 heures, c'est-à-dire sur les juments en frais, elles sont regardées gynécologiquement le lundi, mercredi, vendredi, samedi matin. Si elles sont à inséminer, on le fait ces jours-là, vu que c'est les jours de récolte. Et puis pour le sperme réfrigéré, on les regarde par exemple le lundi. Si la jument est à inséminer, on commande la semence. Elle est alors, une fois qu'on a la confirmation que la semence est bien envoyée, on l'induit et elle est inséminée le lendemain. Donc on la revoit à 24 heures. Donc en 2015, on a fait 249 juments de cette façon et en 2016, un tout petit peu moins. Sur le congelé, donc là, on a de l'insémination profonde qui est faite avec une sonde et par contrôle transrectal. On ne fait pas ça avec un fibroscope puisque des fois, je suis toute seule en pleine nuit, donc je ne vais pas m'amuser à réveiller les stagiaires et tout plein de monde.
On n'a pas trop le choix, c'est comme ça. Par contre, le suivi gynécologique, qui se fait donc 3 fois par jour quand on a des doses normales, on va dire, avec un certain nombre de paillettes. Et puis toutes les 6 heures ou voire toutes les 4 heures quand j'ai de l'insémination à faire à une paillette, parce que c'est ce qui se fait de plus en plus. Et donc là, on n'a pas trop le choix. Les clients, ils veulent aussi avoir un bon résultat. Donc on essaie de mettre toutes les chances de notre côté et donc d'inséminer le plus près possible de l'ovulation. Donc soit sur-ovulation, si on voit vraiment le follicule complètement déformé et en train de... soit ovulation. Donc en entre les 2 années. Donc sur la gauche, vous avez 2015, donc 87% de juments pleines si on compare toutes les techniques. En bleu, vous avez donc les IA classiques, donc en sperme frais et réfrigéré. Et en jaune, les IA profondes. Donc on voit qu'en 2015, on n'avait pas une grosse différence. On est toujours au-dessus des 80%. En 2016, on a un petit peu plus de juments pleines à la fin de la saison. Par contre, a priori, le frais et le réfrigéré a bien marché, le congelé un peu moins. Donc ça permet de se poser quelques petites questions, d'avoir ce genre de données. Donc si on compare le taux de gestation en fin de saison, donc vous voyez en IA fraîche, donc classique, quand on dépose juste derrière le col, sur les 2 années, on est donc au-dessus largement des 80%, qui est la fertilité de fin de saison classique donnée en bibliographie. Donc a priori, de faire de l'insémination classique, ça suffit quand on a des chevaux en sperme frais et réfrigéré. Pareil, on a eu 43 juments saillies en 2015, 61 en 2016, et à chaque fois, on est au-dessus des 70%. Donc on se dit, notre technique de faire de l'IA profond, ça permet d'être largement au-dessus des données biblio. Donc c'est qu'a priori, l'IA profonde, elle doit avoir un intérêt, puisqu'on a augmenté un peu les données. Et en fait, du coup, je me suis amusée à chercher un peu plus loin et de regarder la fertilité par cycle. Alors, là, du coup, c'est un peu moins sympa. Donc j'aurais très bien pu dire... non, on les met pas, on va pas leur présenter des mauvais chiffres, mais en fait, je trouve ça plutôt intéressant de regarder tout ça. Donc en 2015, que ce soit en 2015 ou en 2016, en IA classique, donc juste derrière le col, en semences fraîches et réfrigérées, on est au-dessus des 50% de fertilité par cycle. Alors ce qui est assez amusant, c'est que les 2 années d'affilée, on a eu exactement 218 juments pleines, malgré un chiffre de juments inséminés qui est un peu plus faible. Et du coup, on est à 54% de fertilité par cycle en 2015, 57 en 2016, donc c'est plutôt satisfaisant. Avec 1,6 cycles par jument, donc c'est pas complètement absurde, c'est plutôt pas mal. Par contre, quand on regarde l'IA profonde en congelé, alors là, ça fait un petit peu peur, puisque en 2015, 41% de fertilité par cycle, avec 2 cycles par jument, et puis en 2016, alors là, on tombe à 29%. On se dit, oups, il y a quand même un petit souci. On a fait pas mal de cycles, les juments sont pas pleines. Qu'est-ce qui se passe? Donc, déjà, je vous remercie parce que ça me permet de me poser des questions sur ma pratique de tous les jours. Et donc, ça me permet d'ouvrir un peu la discussion. Donc, sur l'IA fraîche et réfrigérée, moi, je pense que l'insémination classique, normale, derrière le col, c'est plutôt une bonne technique. C'est quand même pas si compliqué à faire. C'est pas très invasif. Surtout que dans les juments qu'on avait à inséminer, j'ai mis 72% de juments compliqués. Alors, qu'est-ce que j'appelle juments compliqués? C'est des juments qui ont eu soit au moins 2 saisons où elles étaient vides, ou bien des juments médènes. Donc, on a 72% des juments qui viennent au haras qui sont des juments comme ça. Alors, elles viennent souvent au haras parce que justement, on a les étalons sur place. Le frais, c'est quand même ce qui marche le mieux. Et du coup, les gens mettent toutes les chances de leur côté. Alors par contre, je tiens à soulever un autre souci, c'est qu'il faut des étalons fertiles. Mettre de la semence juste derrière le col, c'est bien, mais si on n'a pas des étalons fertiles, on est qu'on soit en frais, en congelé, en réfrigéré, ça marche pas. Donc nous, on utilise 9 étalons à la maison. Et là, sur les 2 années, en moyenne, j'avais 11 étalons, d'autres haras en réfrigéré. Donc ça marche bien, le réfrigéré aussi, il ne faut pas en avoir peur. Nous, ce qu'on peut noter un petit... Ce qui nous permet d'avoir des étalons fertiles, c'est aussi qu'on a des étalons trotteurs. On a augmenté la fertilité là entre 2015 et 2016 pour la simple et bonne raison que j'ai eu 2 étalons trotteurs qui étaient un petit peu plus demandés. Donc on a fait plus de juments. C'est souvent des juments qui sont plus jeunes. Puis dans le trotteur, entre guillemets, ils s'embêtent pas trop. Donc quand une jument ne le remplit pas,
Bon, bah, au bout de 3 saisons, ça dégage. Hein, voilà, faut pas se poser trop de questions. Alors que dans les chevaux de sel, on a tendance à plutôt essayer de faire tout ce qu'on peut pour pouvoir les remplir. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est donc, je reviens sur l'étalon fertile. Nous, on a notamment un étalon qui est très sollicité, qui est le plus vieux de notre cheptel. En attendant, en 2015, voilà, beaucoup de monde savent très bien de qui on parle. En 2015, il a 81% de juments pleines. En 2016, 86%. Alors qu'il a vieilli. Vous me direz, bah, pourquoi est-ce qu'on a des meilleurs résultats? Tout simplement parce que, moi, je pense que c'est ça. Il a sailli un petit peu moins de juments et des meilleurs juments parce qu'il a été augmenté en prix. Donc, il y a aussi un effet jument. Faut pas se leurrer. Et un bon suivi gynécologique me paraît essentiel, puisque en réfrigérer et transporter, nous, on induit les juments, on ne s'amuse pas à les inséminer 15 fois. Le transport, ça coûte cher. Nos clients, ils sont quand même près de leurs sous. Donc, on fait un bon suivi, on les insémine quand il faut, et surtout, on induit l'ovulation pour ne pas y retourner plein de fois. Donc, voilà. Donc, sur le congelé, par contre, alors, pourquoi est-ce qu'on a ces résultats-là? Alors, on a donc une bonne fertilité de fin de saison. Par contre, la fertilité par cycle, elle n'est pas très bonne. Alors, je me suis dit, bon, bah, en 2016, j'ai fait plus de juments, 61. Bon, bah, peut-être que ça vient de là, avec notamment 31 juments avec des inséminations à une paillette. Alors, pourquoi les inséminations à une paillette? Jean-François vous a dit, les étalonniers, maintenant, ils aiment bien vendre une paillette. Ça leur fait faire plus de juments avec moins d'éjaculat, moins de frais pour eux. Ils se disent qu'on n'a qu'à se débrouiller pour les remplir. Pas toujours si simple. On parle beaucoup de cornettes, mais moi, j'ai utilisé 8 étalons différents à une paillette. Donc, c'est vraiment c'est devenu une petite mode. Alors, OK, il n'y a pas de souci, mais il faut qu'on ait des étalons fertiles. Alors, au début, je me suis dit, c'est ça. Là, en 2015, j'avais des bons résultats. J'ai eu pas mal de clients qui sont venus me voir en me disant j'ai entendu dire que vous arriviez à remplir à une paillette. Ça marche trop bien chez vous. Super. Sauf que du coup, je me suis retrouvée avec je ne sais pas combien de juments à une paillette. Et là, ça devient un peu plus compliqué parce qu'il ne faut pas se leurrer. Il faut du travail, mais il y a aussi, je ne dirais pas une partie de chance, mais il faut tomber sur le bon lot. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Donc, je m'étais dit que c'était dû à ça. Et puis, en fait, en cherchant un peu, sur les 31 juments à une paillette, il y en a 20 de pleines. Bon, c'est plutôt pas si mal. 64% de pleines, mais avec un taux de fertilité de 33%. Donc, par cycle, c'est pas si mal, en fait. C'est un peu mieux que les 29% de fin de saison. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les chiffres, ils ont été plombés par du congelé à plusieurs paillettes. Alors ça, c'était un peu étonnant. Je ne pensais pas tomber sur ce genre de résultats. On a un étalon, notamment, c'est un étalon normand. Donc, voilà. Rendons au normand ce qui est au normand, qui est distribué à 2 paillettes. Je ne sais pas si j'ai le droit de citer... bon, bref... En aparté. Voilà, ceux qui veulent savoir, je vous dirai. Ce cheval-là, on a 2 paillettes. Toutes les juments, elles sont pleines à chaque coup. Ça marche. Donc, il n'y a aucune question à se poser. Il est très fertile. On fait un bon suivi, une bonne insémination. Aucun problème. Là, c'est juste les chiffres 2016. En 2015, j'avais les mêmes résultats. Ce cheval-là, il remplit super. Les autres étalons où on a une paillette, il y a des fois, c'est pas toujours le cas. Et donc, les mauvais résultats, c'est quand j'ai des juments qui sont suivis avec du congelé. Alors, j'ai mis mauvais congelé. Vous allez me dire, c'est pas bien de mettre ce genre de choses. Mais en fait, quand j'ai une paillette, je m'amuse pas à en garder un petit peu et puis à regarder ce qui se passe. Je mets tout ce qu'il y a dans la jument pour mettre toutes les chances de mon côté. Alors que quand j'ai plusieurs paillettes, j'en contrôle toujours une, quoi qu'il arrive. Et du coup, c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a du congelé qui, des fois, à la décongélation, bouge un petit peu moins bien. Ou tout du moins, nous, on a l'impression que ça bouge moins bien, surtout quand on fait beaucoup de frais. C'est toujours un petit peu moins... C'est du congelé, quoi. Voilà. Donc, à l'œil, au microscope, on se dit « Oula, ça ne bouge pas très bien ». C'est pas du mauvais congelé, mais c'est moins bien que ce qu'on a l'habitude d'inséminer. Et puis, on a aussi ces juments-là qui vont à du congelé avec plusieurs paillettes. C'est des juments qui sont souvent connus pour être un tout petit peu moins fertiles. Les gens, quand ils achètent une paillette d'un étalon, qu'ils n'en ont qu'une, ils mettent des juments où on n'a pas de soucis. On sait qu'elles sont fertiles, elles ne réagissent pas au congelé. Enfin, dans la majorité des cas, les gens essayent de pas nous... Ou tout du moins, nous, on essaie de les dissuader quand on a des juments qui sont vraiment pas terribles en fertilité, où on voit bien que ça va pas aller. On essaie de les dissuader d'aller gâcher, entre guillemets, une paillette. Mais bon, c'est pas toujours le cas. Donc, il y a peut-être aussi un effet jument. Donc, sur le congelé,
Eh ben, il faut des étalons fertiles, il faut un bon suivi. Et donc, en petite dernière chose, moi, j'ai mis des bons lots. Pour la simple et bonne raison qu'en 2015, a priori, c'est le même opérateur, puisque c'est moi qui suis les juments, qui les insémine toutes. Donc, j'ai fait exactement la même chose en 2015, en 2016. J'ai eu des résultats très différents. Bon, après, j'ai eu des lots de paillettes différents. J'ai eu 5 lots différents en tout, parce que j'ai même des gens qui sont arrivés avec leurs paillettes. Donc, si on compare sur un même étalon. Et des résultats très différents. Donc l'insémination, pour moi, à la paillette, c'est un petit peu la loterie. Parce que si vous avez une paillette qui vient d'un bon lot, tant mieux. Si vous avez une paillette qui vient d'un lot un petit peu moyen ou qui a mis un peu de temps à être transportée, ou on a eu un incident de transport, on ne peut pas le savoir non plus. Et puis comme on ne s'amuse pas à décongeler un petit bout avant, de toute façon, même si on décongelait un petit bout de paillette avant ou qu'on le vérifiait, on le mettrait quand même dans la jument, parce qu'une fois que la paillette elle est décongelée, faut bien inséminer. Et puis on se dit qu'on verra bien s'il y a le spermatozoïde qui va se garer sur le bon parking à la bonne place et que ça se passe bien, tant mieux. Mais c'est vraiment un petit peu la loterie. Donc pour moi, en conclusion, est-ce que c'est indispensable ? On y a fraîche et réfrigérée, a priori non. Il y a aucun, pour moi, il n'y a pas d'intérêt dans la pratique. Ça marche très bien l'insémination classique, donc je vois pas pourquoi on irait embêter ces pauvres juments. En congelé, on n'a rien de très flagrant, mais intellectuellement, c'est assez satisfaisant en microdose quand on n'a qu'une paillette de se dire je vais aller le mettre le plus loin possible, ma semence, pour que surtout elle reste dans la jument. Alors Jean-François montrait des résultats contralatéraux, on va dire. Moi, des petites anecdotes de juments qui ont fait une double ovulation où j'ai eu des jumeaux alors que j'ai bien posé tout sur ma corne gauche et puis en fait il y avait aussi un follicule à droite. J'en ai eu plein. Des bons spermatozoïdes. Voilà, c'est ça. Donc en fait, quand on a le bon spermatozoïde et un bon utérus, ça se passe bien. Donc pour moi, il y a plusieurs choses. Il faut certes un bon sperme, donc déjà un étalon fertile avec un bon lot de paillettes qui a été bien congelé. Une jument saine, ça c'est indispensable, que vous soyez en frais, en réfrigéré, en congelé, il n'y a pas de secret. Le bon suivi, et puis la méthode DIA, qu'elle soit bonne, ça c'est sûr, surtout fait proprement, dans les règles de l'art, et puis au bon moment. Voilà. Et je voulais vous mettre une dernière petite photo. Donc ça, c'est un poulain de cornette qui est né à la maison, qui est un très beau petit poulain. On aimerait bien tous en avoir des comme ça, mais l'insémination à la paillette, c'est pas si simple. Voilà. Alors tout ça, que répondre à cette question? Est-ce que c'est une technique indispensable? Vous avez vu qu'on n'avait aucune preuve d'une augmentation de fertilité, aussi bien pour les étalons fertiles que les hypofertiles, qu'on peut obtenir des gestations avec un faible nombre de spermatozoïdes. Et Audrey a beaucoup insisté sur les doses de bonne qualité. Et a priori, au moins dans les résultats expérimentaux dont on dispose, les quelques résultats de terrain, lorsqu'il y a des vraies comparaisons, on n'a pas vraiment de différence, quel que soit le lieu de dépôt du sperme, dès qu'on a plus de 10 millions de spermatozoïdes mobiles. Alors la dose, la paillette de bonne qualité, c'est là le problème. C'est qu'actuellement, on n'a aucune certification des paillettes. On achète des paillettes, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On ne connaît pas exactement le nombre de spermatozoïdes qu'il y a dedans, quel est le nombre de spermatozoïdes qui vont être mobiles à la décongélation. La vente à la dose et à la paillette, comme vous l'a souligné Audrey, ne permet aucun contrôle possible avant la mise en place. Quand on achète plusieurs doses, on peut décongeler une paillette, regarder à quoi ça ressemble avant de l'utiliser. Et s'il y a eu un problème de transport ou un problème de l'eau, on peut le détecter. Et puis surtout, l'IA à la paillette, comme le disait Audrey, c'est la loterie. Parce qu'il y a une hétérogénéité des lots, mais il y a une hétérogénéité intra-lot. C'est-à-dire que dans un même éjaculat, congelé en même temps, les paillettes, elles ne sont pas toutes égales. Il n'y a pas le même nombre, pas la même mobilité des spermatozoïdes. Et je remercie Isabelle Barrier de m'avoir passé ces diapositives que certains ont peut-être déjà vues. C'est issu d'un travail de mémoire de chef de centre où les paillettes, 9 paillettes par éjaculat, 5 étalons, donc une cinquantaine d'éjaculats qui ont été analysés paillette par paillette en mobilité, une analyse automatisée, et vous avez les résultats. C'est assez vertigineux. Vous avez en couleurs différentes les 5 étalons. Dans chacune des colonnes, vous avez le même éjaculat, donc le même lot de paillettes, et chaque point représente une paillette.
Et donc, vous voyez la large variabilité, hétérogénéité simplement en mobilité. Et on a également une hétérogénéité en nombre de spermatozoïdes présents dans les paillettes. Donc, il y a une vraie hétérogénéité. Alors, quand on utilise une paillette qui a 7% de mobile ou une de 41% de mobile, on comprend qu'on risque de ne pas avoir le même résultat. Et actuellement, on ne sait pas comment s'explique cette hétérogénéité. Plusieurs paramètres ont été testés sans qu'il soit possible pour l'instant d'identifier l'origine de cette hétérogénéité. Et donc, quand on utilise une dose classique de 8, voire même de 4 paillettes, eh bien on compense en quelque sorte cette hétérogénéité. Et quand on travaille avec une paillette, c'est la loterie. Vous avez du 7%, vous avez du 50% de mobile, alors que c'est le même lot. Donc, effectivement, c'est la loterie. L'insémination en mini-dose, ça encourage encore plus la vente à la dose, à la paillette, alors qu'il y a quand même certaines recommandations, aussi bien scientifiques que par le Studbook international des chevaux de sport, de vendre au moins 3 voire 5 doses par jument, avec un nombre de spermatozoïdes mobiles relativement important, 250 millions fléchants ou 400 millions de spermatozoïdes avec plus de 35% de mobilité. Ça, c'est les recommandations. Et puis, si on réfléchit, un éjaculat, ça fait grosso modo 10 doses, 80 paillettes. Donc, la vente à la dose, pourquoi ? On n'a pas beaucoup d'étalons qui ont des harems de plus de 80 juments. Donc, vendre à la dose, c'est faire des stocks. On fait des stocks de sperme, de paillettes, et puis elles ne seront peut-être jamais utilisées, jamais vendues. Donc, c'est un petit peu curieux. Et puis surtout, cette vente de dose à la dose ou à la paillette, ça augmente considérablement le coût pour les propriétaires de juments, le coût des suivis, 4 échographies par jour, voire 8 échographies par jour dans certains haras, des inséminations qui sont un petit peu plus délicates, qui prennent un petit peu plus de temps, donc ça augmente le coût. Donc, qui est bénéficiaire dans tout ça ? On peut quand même se poser des questions. Et puis, on est maintenant... alors, j'ai repris un des humoristes qui fait des dessins qui m'amusent beaucoup. Et donc, voilà. Merci Jean-François et merci Audrey. Je pense que le débat sur les mini-doses est loin d'être fini avec cette nouvelle conférence, encore une fois. La dernière partie dont vient de parler Jean-François me fait penser qu'au jour d'aujourd'hui, moi j'ai de plus en plus de clients avec des poneys, aussi des étalons poneys qui commencent à vendre à la dose aussi. Et alors là, ça devient horrible sous prétexte de faire des économies aux éleveurs en vendant des doses pas trop chères. Au final, ils leur font payer 2 fois plus cher en suivi gynéco, etc. et risquent de ne pas avoir de juments pleines, quoi. Donc là, ça commence à devenir complètement aberrant. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle au sujet de cette présentation ? On a un petit peu de temps pour poser et répondre à des questions. Si vous pouvez lever la main. Il y a Françoise en bas qui a une question. Merci, c'était super intéressant. En fait, on a parlé quand même de l'effet jument. Et vous avez vaguement dit qu'au bout de 3 ans, il fallait peut-être penser à la réformer. Je voudrais que vous détailliez. Je n'ai pas compris si c'était 3 cycles ou 3 années. Alors, en fait, et si on pourrait donner des consignes assez objectives à terme aux éleveurs. Des consignes objectives, c'est juste que dans la pratique, les trotteurs, au bout de 3 saisons, donc pas 3 cycles, mais 3 saisons, généralement, ils ne se posent plus trop la question, ils réforment la jument. Nous, en pratique, sur les chevaux de sport, par exemple, quand on voit que les juments réagissent, par exemple, au congelé, on fait souvent 1 ou 2 cycles et puis après, on change. Si c'est de l'insémination à la paillette, généralement, à la première paillette, je leur dis, maintenant, on va peut-être changer, ou mettez une autre jument ou une plus jeune, ou si on la connaît, elle est avérée, on va éviter de gâcher les doses. Je reviens aussi sur le fait que Jean-François disait, maintenant, on essaye de plus en plus de conseiller de faire des cartes avec 3 paillettes, a priori, c'est ce qu'on a. Il y a des groupes... 3 doses. Voilà. Là où on a pu augmenter un petit peu nos chances et la fertilité en fin de saison, c'est qu'on a des juments où les gens se sont quand même acharnés. Maintenant, vous avez des étalons qui sont distribués avec 3 paillettes et un report à un étalon en frais si jamais ça ne va pas. Ça a quand même aidé un petit peu les éleveurs. Maintenant...
je suis pas sûre que ce soit quand même une très bonne idée de mettre des juments sur des contrats comme ça à la paillette quand on connaît pas du tout la jument. Donc pareil, nous on déconseille quand les gens n'ont jamais mis la jument à la saillie ou les juments très très vieilles où on sait qu'il y a des chances de risque. Et la troisième chose, c'est sur le transfert d'embryon. À part sur une jument très fertile où les gens veulent absolument, on va le faire hein, si on nous le demande, il n'y a pas de souci. Mais si jamais on voit que au bout de 2 paillettes ça marche pas, on va pas non plus s'acharner non plus. Hein. Moi, mon objectif, c'est quand même à la fin d'avoir un poulain. C'est pas d'utiliser une seule paillette. Ouais. Un poulain le plus rapidement possible Voilà. aussi pour limiter les coûts. Limiter les coûts pour les gens, parce que l'élevage français fait qu'aujourd'hui, pour qu'on ait des bons chevaux, ok, il faut de la bonne génétique, mais il faut aussi éviter d'étrangler les éleveurs en leur mettant des frais vétérinaires, de pension, etc. Alors après, on a quand même des clients qui veulent absolument, même avec une jument qui a des soucis d'endométrite ou quoi, qui veulent absolument essayer de les remplir. Alors cela pour une paillette, je pense que c'est vraiment marron. Malgré tout, moi j'en ai qui ne veulent pas démordre malgré les conseils, etc. Et donc on se donne 2 cycles pour avoir la jument vide, 2 cycles. Et puis ensuite, on passe à des choses plus raisonnables. Alors moi, dernièrement, soit du réfrigéré, soit éventuellement du bon congelé à essayer. Mais bon, voilà, chaque jument est quand même un cas particulier. Je pense malgré tout qu'après 2 cycles où la jument n'a pas répondu positivement à une insémination correcte, dans des conditions correctes, il faut quand même aviser le propriétaire de changer son fusil d'épaule et de pas continuer dans cette lancée pour avoir quand même espéré avoir une jument pleine le plus rapidement possible. Alors nous, on en vient à proposer le transfert d'embryon dans ces cas-là aussi, parce qu'on a des gens qui veulent absolument la génétique de la mère avec tel étalon à une paillette. Et du coup, on met toutes les chances de notre côté, entre guillemets, en préparant au mieux l'utérus et en le transférant dans une autre jument. Mais est-ce que ton résultat est quand même mieux? Parce que je ne suis pas persuadée que ça soit mieux. Quelle porte ou que tu transfères dans ces cas-là, hein, parce que... Mais je ne suis pas persuadée, mais on a des clients qui en insistant, voilà, on se finit sur la 3e paillette à faire ça en transfert. Une question? Ouais. Oui, plus sur l'aspect technique, parce qu'on entend des fois que l'IA profonde, c'est un acte vétérinaire, et pour moi, il n'y a pas écrit quelque part que c'est un acte vétérinaire. Et quel est le risque pour la jument, le fait d'aller en transrectal, effectivement, aller chercher la corne Je pense que c'est le risque de perforation qui est là, qui nous embête, et un inséminateur pourra être embêté si jamais en transrectal, une fois qu'il passe la main, il perfore, quoi. Et la palpation transrectale est un acte vétérinaire, voilà. Donc Ouais, si jamais il y a un problème, ça serait je difficilement compare avec défendable. les collectes d'embryons. Une collecte d'embryons, on va masser pareil Mais en t'es transrectal. pas obligé de masser normalement pour ta récolte d'embryons. Non, c'est mieux. Pour l'insémination profonde, effectivement, on est un peu obligé quand même d'aller en transrectal pour aller la mettre en place. Mais je pense que c'est difficilement défendable. Enfin, s'il y a un problème, hein, après, Oui, voilà, s'il n'y a pas de problème. D'autres questions? Même en région, mais tu as tout posé. Il n'y a plus de questions, on passe... Oui, alors Jean-François a quand même quelque chose à dire. Moi, j'ai une annonce personnelle à passer. Je recherche désespérément un étalon donneur de sperme pédagogique. On en avait un qui est tombé en panne, qui a un accident au niveau du dos, donc impossible de le récolter. J'ai mes TP qui démarrent très prochainement, début mars. Donc s'il y a quelqu'un qui a un étalon, on se fiche de l'origine, pourvu qu'il soit prélevable sur un mannequin et fertile au moins en frais. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter parce qu'on est vraiment, sinon on va avoir une promotion très, très embêtée pour leur formation. Ou sinon, vous venez en formation chez nous. Ouais, Bon, là, tu vas avoir diffusé grandement l'information, donc tu vas avoir des réponses. Plus de questions définitivement? Si, Laurent. je voulais juste faire une réflexion sur ce problème là, qui nous préoccupe là, dans cet exposé du nombre de doses limitées par étalon. Et c'est vrai que c'est un problème qui s'accentue d'année en année. Et je pense qu'il est en partie lié, grandement lié, au fait que les étalonniers ont énormément peur aujourd'hui du détournement de la semence et donc préfèrent limiter la diffusion des doses de sperme congelé pour limiter ce risque effectivement de multiplication de poulains qui ne seraient pas, entre guillemets, dont la génétique ne serait pas rémunérée. Et je pense que tant qu'on n'aura pas réglé ce problème de l'enregistrement des foals
de façon internationale, dans un registre C'est le international, problème. on n'aura pas réglé ce problème. Je le dis, ça peut paraître un peu utopique, mais de toute façon, c'est avec l'utopie qu'on avance. Mais les pur sang arabes l'ont réglé en partie parce que c'est un studbook international. Donc là, on n'est pas dans un problème de studbook international. Simplement, peut-être que des accords entre studbooks pourraient permettre de limiter ce risque et aller dans le sens de l'intérêt des éleveurs en évitant de limiter cette diffusion de semences qui conduit à ce qu'on vient de voir, effectivement. Donc sur ce sujet-là, sur le pur sang arabe, c'est plutôt parce que c'est un studbook fermé. Et donc la problématique, c'est qu'à partir du moment où on va avoir des certificats de saillie qui ne sont pas obligatoires et uniquement un contrôle sur des contrôles de filiation, vous pouvez certifier la filiation par le contrôle de filiation. Je sais que la question a été posée à la WBFSH. Par rapport à ce dispositif-là, on s'aperçoit qu'il y a certains studbooks qui sont très laxistes et qui ne prennent pas en compte les certificats de saillie. Je pense qu'en France, on est un peu plus royaliste que le roi et on est vraiment très respectueux de ces règles. Par contre, on a un certain nombre de studbooks un peu opportunistes qui prennent tout ce qui vient. Donc, moi, j'avais quand même une question en région, enfin même dans 2 régions, le Lyon d'Angers et Toulouse, qui voulait rebondir, enfin qui avait même posé la question en même temps que Maude, concernant l'effet répétition des échos ou des palpations transrectales pour guider la sonde d'IA sur les risques de perforation. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un effet néfaste ou un risque de perforation plus important ? Non, après, ça dépend comment c'est fait, surtout, en fait, si c'est fait correctement, si la jument est correctement restreinte et décontractée si elle est très stressée. Et l'IA en elle-même, l'IA profonde, on n'en fait qu'une, hein, donc une par cycle. Et puis, nous, c'est vrai que je sais qu'on prend le temps sur les jeunes juments, notamment, qui sont quand même un peu plus à risque parce qu'elles peuvent être stressées, tendues, etc. On prend vraiment le temps de les amener plusieurs fois à la barre avec du monde, et s'il faut les tranquilliser, on les tranquillise. Donc là, encore une fois, c'est sûr qu'il faut être vétérinaire pour pouvoir le faire. Mais les échographies, de toute façon, c'est fait que par le vétérinaire. Donc, Et, Pour les inséminer, je veux dire. et en termes de répétition des échographies, on a eu des travaux expérimentaux où on voulait connaître lors de l'ovulation de manière précise pour faire des récoltes d'embryons très précises. Donc c'était suivi par des étudiants qui étaient en thèse de doctorat vétérinaire. Et donc il y a des juments qui ont été échographiés toutes les heures pendant au moins 12 voire 24 heures. Et ça a été répété sur plusieurs cycles de suite pour la même jument tout au long de saison. Et on n'a pas eu de soucis non plus, ni en fertilité d'ailleurs. C'était du sperme frais, mais on n'a pas eu de diminution de fertilité par cette manipulation très fréquente.